Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce 6e rendez-vous de l'actu de l'EN3S. Je m'appelle Edwige Chouquet et avec Justine Delmaux, nous allons aborder le sujet de l'emploi des seniors en France. Merci Edwige. Dans son ouvrage « La vieillesse », Simone de Beauvoir affirmait qu'on reconnaît le degré de civilisation d'une société à la place qu'elle accorde à ses personnes âgées. La place des seniors au sein de notre société est de plus en plus questionnée aujourd'hui face aux enjeux du vieillissement de la population et de l'allongement des durées de vie. Ce questionnement se retrouve notamment dans la création de la 5e branche pour l'autonomie, mais aussi dans les débats sur la soutenabilité du système de retraite. Entrée en vigueur en ce début de mois, la dernière réforme des retraites a beaucoup interrogé la place des seniors en emploi. Selon Olivier Dussault, le relèvement du taux d'emploi des seniors est une condition de réussite de la réforme des retraites. Mais avant d'aller plus loin, Edwige, qu'entend-on par senior ? Alors, aussi surprenant que cela paraisse, il n'existe aucune définition officielle ou légale du terme senior. Or, définir un seuil de seniorité paraît important afin de mieux comprendre les enjeux attachés à l'emploi des seniors en France. Nous nous sommes donc mis en quête d'une définition, car employer le terme senior n'est pas une démarche anodine. Même si le terme fait désormais partie du vocabulaire courant en entreprise, le terme senior qualifie aussi bien l'âge que les compétences d'un individu, sans pour autant qu'il y ait corrélation entre l'expérience et l'âge. Une chose est sûre, à partir d'un certain âge, un employé est jugé comme moins productif par l'entreprise qui l'emploie. C'est le fameux cap de productivité que nous sommes supposés franchir à partir de 45 ans, en entrant dans la deuxième partie de notre carrière. C'est aussi l'âge retenu par le ministère du Travail pour ces mesures seniors. Cependant, les instituts nationaux et européens de statistiques et d'études fixent le seuil de seniorité à 50 ans et les politiques publiques retiennent majoritairement ce chiffre. Notre regard se portera donc sur la tranche d'âge des 50 à 75 ans afin de répondre aux enjeux actuels d'allongement de la durée de cotisation et de réduction des biais démographiques. Dans les classes d'âge, nous distinguerons également les 50-64 ans, qui sont des jeunes seniors au cœur de la cible des politiques publiques de maintien de l'emploi pour limiter les facteurs d'exclusion sur le marché du travail. Et les 65-75 ans, qui sont des retraités autonomes qui ne sont pas encore confrontés aux questions de dépendance. Ils peuvent rester en lisière du marché du travail en attendant de pouvoir liquider leur pension de retraite ou désirer reprendre une activité une fois à la retraite. Concernant l'emploi, une personne en emploi est une personne de 15 ans ou plus ayant effectué au moins 1 heure de travail rémunéré au cours d'une semaine donnée, ou absente de son emploi sur certaines conditions telles que lors d'un arrêt maladie. Le taux d'emploi est quant à lui donc le rapport entre les personnes occupant un emploi avec les personnes en âge de travailler. Mais le taux d'activité comprend en plus les personnes à la recherche d'un emploi. Selon la DARES, les politiques de l'emploi désignent quant à elles les interventions publiques mises en œuvre pour corriger les déséquilibres et les conséquences du dysfonctionnement du marché du travail. Face à leurs difficultés, les seniors comme les jeunes sont des publics cibles des politiques de l'emploi. Selon les projections de l'INSEE, l'Institut national de la statistique et des études économiques, le rapport entre le nombre de personnes de 65 ans ou plus et celui des 20-64 ans devrait atteindre 57% en 2070 contre 30% en 2013. L'enjeu du vieillissement de la population sur l'emploi des seniors en France est donc majeur. En effet, l'allongement de la vie conjugué au vieillissement remet en cause tout un modèle culturel et l'organisation des âges et des temps sociaux. Il pose la question épineuse du rôle respectif des différentes générations dans nos sociétés, de la place des seniors dans la production de richesses et des nouvelles formes de solidarité qui peuvent les unir. C'est au début des années 2000 que la notion de vieillissement actif est apparue dans les politiques publiques afin de rompre avec un modèle suranné où la vieillesse était cantonnée au repos ou au loisir. L'objectif des politiques publiques est donc de mettre en avant les bénéfices pour les individus et la collectivité résultant des progrès de la longévité. Cependant, dans les faits, nous allons voir que les engagements pris par les politiques publiques en faveur de l'emploi des seniors tardent encore à produire leurs effets. Dès lors, pour les 20 minutes qui suivent,
Nous vous proposons de démontrer comment et dans quelle mesure les politiques de l'emploi en faveur des seniors peuvent répondre aux enjeux de la protection sociale, qu'ils soient sociétaux ou financiers. Nous exposerons d'abord que la situation actuelle des seniors en emploi ne permet pas de répondre aux enjeux de la protection sociale. Puis, nous vous présenterons les apports et les limites de la convergence des politiques publiques pour favoriser l'emploi des seniors en France. Alors, pour cette première partie, nous allons faire un état des lieux de l'emploi des seniors en France, puis nous exposerons les différents freins à leur employabilité. Donc, historiquement, comme le graphique le présente, on note une évolution en U du taux d'emploi des seniors. Alors que ce taux était de 48% dans les années 80, il chute au niveau le plus bas, soit 28,7% en 1998. Il remonte ensuite grâce au changement d'orientation des politiques de l'emploi et continue jusqu'à aujourd'hui sa progression. Il atteint donc en 2021 56% pour les 50-64 ans selon l'INSEE, soit un des taux les plus hauts depuis 1975. Pour considérer donc aussi les personnes à la recherche d'un emploi, le taux d'activité doit être cité et il est de 59,7% pour cette même classe d'âge. Donc le taux d'emploi et d'activité des seniors sont en hausse et profitent aussi des progressions actuelles du marché de l'emploi. Néanmoins, il faut noter que ces chiffres restent très inférieurs à ceux des autres catégories d'âge. Par exemple, le taux d'emploi des 25-49 ans dépasse en 2021 les 80%. Et la France présente aussi des résultats en deçà de la moyenne européenne, qui, elle, se situe à 60,5%. À titre d'exemple, la Suède se place en tête avec 76% de taux d'emploi des seniors. Donc, à côté de cette disparité à l'égard des autres classes d'âge, mais aussi à l'égard de nos voisins européens, est-ce que, Edwige, tu peux nous montrer quelles sont les disparités qui existent au sein de cette classe d'âge ? Oui, alors le taux d'emploi diminue nettement avec l'âge. En effet, en 2021, le taux d'emploi est de 75% pour les 55-59 ans et de 35,5% pour les 60-64 ans. Si nous détaillons davantage les classes d'âge à l'aide du graphique de droite, nous constatons que de 50 à 56 ans, le taux d'emploi reste proche des 80% et donc la part de personnes en retraite est marginale. Puis le taux d'emploi chute à moins de 20% à partir de 64 ans, soit 2 personnes sur 3 sont retraitées. Cette baisse est donc bien la conséquence des transitions progressives vers la retraite. Les transformations sociétales ne se limitent pas au vieillissement. En effet, d'autres événements liés aux évolutions familiales, à l'augmentation de l'activité féminine, à la transformation des modalités d'entrée dans la vie active et des transitions entre emploi et retraite viennent bousculer le modèle classique des parcours de vie vers la retraite. Des hétérogénéités existent entre hommes et femmes. Cependant, en France, cette différence est moindre par rapport à l'Union européenne, comme nous pouvons le constater sur le graphique de gauche. Ensuite, la proportion des seniors en emploi s'accroît avec le niveau de diplôme, tant pour les hommes que pour les femmes. En effet, en 2017, le taux d'emploi des 55-64 ans dotés d'un diplôme supérieur de Bac+2, à hauteur de Bac+2 s'établissait à 70%, contre 40% pour les personnes sans diplôme ou seulement titulaires du certificat d'études primaires. D'autre part, le CDI demeure la norme pour les salariés seniors, ce qui indique une meilleure qualité de l'emploi pour les seniors. Pour les travailleurs non salariés, les 55 ans et plus sont en surreprésentation. En effet, les indépendants restent plus longtemps en emploi, et particulièrement les professions libérales. L'insertion des seniors est très variable également en fonction des secteurs d'activité et des branches professionnelles. Ainsi, le poids des travailleurs âgés est plus important dans le secteur tertiaire et les administrations publiques. Le travail à temps partiel est plus répandu chez les seniors, comme le montre le graphique de droite. Ce temps partiel est le plus souvent subi pour la tranche d'âge des 55 à 64 ans, alors qu'il est davantage choisi pour les 65-69 ans avec le cumul emploi-retraite. D'autre part, les femmes demeurent fortement soumises à un temps partiel important et fréquent, pas nécessairement choisi, et plus fort que les hommes sans que cet écart ne diminue avec l'âge. Parmi les femmes entre 55 et 64 ans, elles sont nombreuses à devoir aménager leur activité professionnelle pour être aidantes. Elles ont souvent des carrières hachées et donc des départs à la retraite avec une décote. Et elles se retrouvent souvent accumulées emploi et retraite. Enfin, la part de seniors qui ne sont ni en emploi ni en retraite croît progressivement avec l'âge
jusqu'à 60-61 ans, comme va le démontrer Justine. En effet, à côté des NEET, soit les jeunes qui ne sont ni en emploi, ni en études, ni en formation, on utilise aussi l'acronyme des NERP pour identifier les seniors qui ne sont ni en emploi, ni en retraite, ni en pré-retraite. Ils représentent 16% des 55-69 ans en 2021. 13% d'entre eux sont inactifs. Ils n'ont soit pas de ressources ou alors bénéficient de minima sociaux ou de pensions invalidité maladie. 7% d'entre eux sont au chômage. La prise en compte des NERP permet alors d'identifier la diversité des situations qui nuit à un passage direct de l'emploi à la retraite, et notamment des difficultés du maintien en emploi jusqu'à l'âge de départ à la retraite. La moitié des NERP le sont par exemple pour des raisons de santé ou de handicap. Par ailleurs, le taux de chômage des seniors reste légèrement inférieur aux autres catégories d'âge. Mais il faut noter que les seniors sont plus souvent touchés par le chômage de longue durée. Ils représentent en effet un tiers des chômeurs de longue durée en 2021 et leur ancienneté moyenne s'établit à 3 ans. Ce chiffre donc traduit bien des difficultés de retour en emploi et se concrétise in fine par une inactivité subie plus fréquente chez les seniors et donc par une surreprésentation au sein du halo du chômage. Après cet état des lieux de la situation des seniors en emploi, est-ce que tu peux nous expliquer, Edwige, pourquoi ces chiffres posent problème ? Oui, bien sûr. Après avoir dressé une cartographie de l'emploi des seniors en France, nous allons voir que différents enjeux et freins à l'employabilité des seniors existent et ne permettent pas aujourd'hui de répondre aux enjeux du vieillissement de la population. À commencer par des enjeux sociétaux. En effet, la question de l'emploi des salariés âgés est directement liée à celle de l'avenir du système de retraite, confronté au vieillissement de la population et à l'allongement des durées de vie. L'équilibre financier de notre système de retraite par répartition dépend des règles régissant prestations et cotisations. Or, dans un contexte de croissance modérée, de recherche de stabilisation des prélèvements obligatoires et d'allongement de l'espérance de vie, les réformes des retraites se concentrent fréquemment sur la prolongation de l'activité. Ces réformes sont donc un déterminant majeur des comportements d'activité des seniors. Et comme nous l'avons vu précédemment, la notion de vieillissement actif est récente. Donc la démarche première des seniors n'est pas de prolonger l'activité. D'autre part, le recul de l'âge de départ à la retraite est également motivé par des stratégies européennes pour l'emploi et la croissance. Celles-ci encouragent les États membres à coordonner leur politique sociale afin de réunir les conditions pour des carrières plus longues, une retraite plus tardive et donner la possibilité de continuer son activité après la retraite. Aujourd'hui, la stratégie Europe 2030 fixe un objectif ambitieux qui est de porter à 78% le taux d'emploi des 20 à 64 ans, notamment grâce à une plus grande participation des travailleurs âgés au marché du travail. Des freins existent, et notamment ceux liés au marché du travail. N'est-ce pas, Justine ? Oui, 3 grandes catégories de freins ont pu être identifiées par le rapport du Sénat de 2019 sur le défi des fins de carrière. En premier lieu, des freins sont internes au marché de l'emploi et 2 facteurs s'auto-entretiennent. Il est tout d'abord question d'images négatives qui pèsent encore sur les seniors dans le monde du travail. Les seniors sont souvent considérés comme moins productifs et ayant des difficultés d'adaptation, notamment face aux enjeux du numérique. Le défenseur des droits estime que la discrimination en raison de l'âge avancé a une proportion équivalente à les motifs de nationalité ou d'activité syndicale. Et cette vision stigmatisante des seniors est renforcée par un moindre accès à la formation. Selon France Stratégie, ce moindre accès peut être expliqué par des contenus inadaptés aux besoins et à l'expérience des seniors. Mais il peut aussi s'expliquer par l'importance de l'effet horizon qui joue chez l'employeur. La durée de la formation et le temps restant aux seniors avant le départ à la retraite sont jugés comme ne permettant pas un assez bon retour sur investissement. En deuxième lieu, des freins sont plutôt liés à la situation personnelle des actifs. Il est question tout d'abord de l'impact de l'état de santé sur la capacité à occuper un emploi. Malgré une progression de l'expérience de vie en bonne santé ou sans incapacité, elle stagne. Les seniors sont certes plus souvent affectés par les maladies chroniques, mais c'est aussi le cumul d'années de travail pénibles et les conséquences sur la santé des personnes qui empêchent la plupart du temps le maintien en emploi, notamment si aucune adaptation des conditions de travail ne sont permises. D'autre part, ce difficile maintien en emploi des seniors peut aussi être expliqué par le statut d'aidant que certains seniors ont vis-à-vis de leurs parents ou de leurs enfants. Actuellement, 20% des aidants de 40 à 64 ans déclarent que l'aide qu'ils apportent a eu des conséquences sur leur vie professionnelle.
En troisième lieu, un frein se trouve même au sein même des politiques publiques conduites en la matière. Et je laisse Edwige nous l'exposer. Merci Justine. En effet, la part des 55-64 ans à la retraite s'avère importante en France et fait suite à une série de mesures pour favoriser le départ à la retraite des travailleurs expérimentés dans un contexte de crise économique dans les années 70 et de forte augmentation consécutive du chômage de masse. À l'époque, la crainte a été que les plus jeunes soient évincés du marché du travail par les travailleurs âgés. Et certaines analyses ont d'ailleurs montré que l'élévation de l'âge de départ à la retraite durant une période de récession économique avait un effet négatif sur l'emploi des jeunes à court terme. Ainsi, les réformes des retraites ont introduit des dispositifs, par exemple les pré-retraites jusqu'en 2003, financés par l'État et permettant aux travailleurs n'ayant pas encore atteint l'âge légal de départ à la retraite de cesser leur activité et de toucher un revenu de substitution en attendant de pouvoir liquider leur pension. D'autre part, on a eu le dispositif de dispense de recherche d'emploi pour les personnes de plus de 57 ans, qui a été mis en œuvre de 1984 à 2012 et qui incitait à la cessation anticipée d'activité par un aménagement des règles de l'assurance chômage. Enfin, les retraites anticipées pour carrière longue ont permis dès 2003 un départ à taux plein avant l'âge d'ouverture des droits pour les assurés ayant commencé à travailler jeunes, sous condition d'âge et de début d'activité. Donc, on constate bien que le taux d'emploi des seniors connaît une évolution modelée par les politiques publiques. Un changement de paradigme des politiques de l'emploi est alors nécessaire pour répondre à l'évolution des politiques sociales. Nous exposerons dans cette seconde partie les limites des politiques publiques actuelles pour évoquer ensuite de nouveaux dispositifs. Donc, cette convergence des politiques publiques peut tout d'abord être perçue dans le cadre des réformes des retraites. Les réformes des retraites sont la plupart du temps évoquées comme le principal levier pour améliorer l'emploi des seniors. L'idée est qu'en repoussant l'âge de départ à la retraite, on peut accroître l'emploi des seniors en jouant sur l'effet horizon chez l'employeur. C'est bien cette dernière voie qui a été privilégiée des réformes Balladur à la loi de 2023. Cette dernière vise en particulier à relever progressivement l'âge légal de départ à 64 ans et à augmenter la durée de cotisation à 43 ans. Le gouvernement prévoit alors, grâce à ces mesures, une hausse de 8 points du taux d'emploi des plus de 60 ans d'ici 2030. Mais selon le rapport du Sénat précité, le recul de l'âge de départ à la retraite ne se traduit pas automatiquement et dans des proportions équivalentes à une hausse du taux d'emploi des seniors ou même à une hausse du taux d'activité. Pour un trimestre requis supplémentaire, les hommes âgés de 60 ans ont pu valider 0,7 trimestres et 0,6 pour les femmes. Il faut donc prendre en compte un important effet de substitution qui se met en place vers l'inactivité ou vers le chômage. Donc pour répondre à ce besoin de maintien en emploi, les politiques de l'emploi ont alors depuis tenté d'accompagner ces réformes. En effet, des dispositifs ont été déployés pour inciter à la poursuite d'activité des seniors, mais le bilan est décevant, car ils ont été progressivement abandonnés ou restreints, faute d'un impact suffisant et parfois stigmatisant. Ces dispositifs mis en échec sont par exemple le contrat génération, créé en 2013, et qui devait encourager l'embauche d'un jeune, garantir le maintien en emploi d'un senior par des binômes jeunes-seniors. Il a été supprimé en 2018 suite à un bilan négatif. Nous avons également la contribution de Lalande, mise en œuvre de 1987 à 2008 et qui consistait à taxer les licenciements de salariés de plus de 50 ans en CDI. Le bilan a été négatif car contre-productif. En effet, les entreprises licenciaient en dessous de 50 ans et étaient réticentes à embaucher au-delà d'un certain âge. D'autres outils spécifiques perdurent, comme le CDD senior pour les personnes de plus de 57 ans en recherche d'emploi et le contrat de professionnalisation senior, qui est un dispositif d'insertion en alternance avec une prime pour l'embauche de chômeurs de longue durée. Mais qu'en est-il de la récente réforme des retraites, Justine ? Différents dispositifs étaient prévus dans cette réforme pour améliorer l'emploi des seniors. Il s'agissait tout d'abord de l'index senior. Sur le modèle de l'index existant pour favoriser l'égalité femmes-hommes, l'index senior devait s'appliquer à toutes les entreprises d'au moins 300 salariés et les exposer à une pénalité financière ainsi qu'à une obligation de négocier sur l'emploi des seniors si cet index était détérioré. La loi prévoyait aussi la création du CDI senior. Il s'agissait donc d'améliorer le retour à l'emploi des seniors en chômage de longue durée grâce à une exonération des cotisations familiales.
Néanmoins, ces 2 mesures ont été censurées par le Conseil constitutionnel comme cavaliers sociaux. Dans l'attente de potentiellement les voir reprises dans un nouveau texte de loi, nous souhaitions vous présenter ici d'autres perspectives. Donc, une première catégorie de mesures consiste à améliorer le retour en emploi des seniors. En fin de carrière, une sortie du marché du travail est très problématique pour les seniors car elle est souvent définitive. Pour ces mesures, l'approche générationnelle est selon nous à privilégier pour éviter de stigmatiser davantage les seniors, comme ce fut le cas avec la contribution de Lalande. Le rapport de l'Institut Montaigne de 2022 propose de moduler les cotisations sociales en fonction de l'âge pour réduire le coût du travail des seniors, mais aussi des jeunes. Des réflexions sont aussi proposées par ce même institut afin de supprimer la mise à retraite d'office à 70 ans. Cette suppression est incitée par l'OCDE car elle permettrait de signifier que les seniors ont toute leur place dans l'entreprise. Elle a déjà été supprimée au Danemark, au Royaume-Uni et en Pologne. Mais pour continuer dans une perspective de valorisation de l'expérience acquise des seniors, de nombreux rapports recommandent quant à eux d'encourager les formes alternatives à l'emploi classique en CDI. Il peut s'agir du mécénat de compétences, du management de transition ou du portage salarial. Il s'agit pour les seniors d'aider temporairement des entreprises à mener une conduite de changement, une transition ou d'intervenir sur un point technique grâce à leur expérience acquise. Comment Edwige permettent aussi désormais le maintien en emploi des seniors? Effectivement, on peut se poser la question de savoir si la récente réforme des retraites peut impacter positivement le maintien en emploi des seniors. La réponse paraît être que c'est possible, notamment grâce à plus de souplesse dans la transition emploi-retraite, avec l'amélioration du dispositif de retraite progressive et la révision du dispositif de cumul emploi-retraite. En effet, la retraite progressive, qui permet de toucher une partie de sa retraite tout en travaillant à temps partiel, est élargie à la fonction publique. Quant au cumul emploi-retraite, consistant à poursuivre une activité professionnelle tout en touchant sa pension de retraite, est révisé de façon à permettre aux bénéficiaires de cumuler des droits supplémentaires, comme pour la retraite progressive. Alors bien sûr, ces aménagements doivent s'accompagner d'une meilleure communication de ces dispositifs auprès des intéressés. À ce titre, les dispositifs de décote-surcote méritent également d'être réinvestigués car le niveau de connaissance et de compréhension par les assurés reste insuffisant. D'autre part, des propositions émises par le rapport Belon de 2020 et la note de l'Institut Montaigne proposent d'autres solutions, notamment 3 qu'on peut retenir. Le mieux vieillir au travail doit permettre d'investir le champ de la prévention de l'usure professionnelle afin de faire face aux enjeux de pénibilité et d'amélioration de l'espérance de vie en bonne santé tout au long de la vie active. Nous avons également le fait de prévenir les risques d'obsolescence des compétences, notamment en améliorant l'accès à la formation grâce à un déplafonnement du CPF pour les plus de 50 ans à la hauteur des abondements effectués par l'employeur. Enfin, favoriser les aménagements de fin de carrière en permettant de moduler le temps de travail en fonction de l'âge et de favoriser les mobilités internes et interentreprises via une simplification des règles de mise à disposition du personnel. Le sujet est intarissable, mais nous devons conclure. Pour finir, il est primordial d'opérer un changement d'esprit face à la situation des seniors en emploi. L'accent doit être mis, même au sein de nos organismes, sur une logique plus large de gestion des âges pour permettre d'apprécier la complémentarité entre les générations. À côté de la formation initiale acquise plus récemment chez les jeunes, les seniors font valoir d'une plus grande expérience, et notamment en termes d'expertise, de planification ou d'organisation. Pour finir, la perspective d'une approche populationnelle nous semble aussi intéressante afin de renforcer la nécessaire coordination entre les politiques en la matière et permettre donc à tous de pouvoir enfin choisir librement sa fin de carrière. Nous vous remercions. Merci.